relaxer après avoir ri. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. C'est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. C'est le vendredi fou et Denis Lima sera avec nous pour nous parler des dernières sorties technologiques, mais il va aussi vous donner une bonne leçon sur quoi acheter et quoi ne pas acheter. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Jean-François Rioux qui est professeur agrégé à l'école d'études de conflits de l'Université Saint-Paul. Et je me suis dit aujourd'hui, on va rendre notre émission une salle de classe. Je vais commencer par ma première question. Quand on parle d'études de conflit, on pense à quoi exactement? C'est un nouveau champ d'études, un peu, ça fait peut-être une trentaine d'années que ça a commencé, là, vraiment, et qui essaye de former des gens qui vont pouvoir mieux analyser les conflits à partir de perspectives différentes, parce que c'est multidisciplinaire, et les conflits à plusieurs niveaux. Les conflits tant au niveau local, national qu'international, et qui vont essayer de développer des habiletés pour aider à la résolution ou au moins à la gestion des conflits. Les conflits, c'est tellement nombreux, on en a dans notre vie tout le temps. Nous, on pense qu'il y a une place dans notre société pour des spécialistes qui vont justement aider à la compréhension et à la résolution des conflits. Comment vous êtes rendu à être professeur dans ce domaine-là? Oui, moi, j'ai étudié les conflits toute ma vie. Je viens des sciences politiques, donc une discipline qui étudie aussi beaucoup les conflits. Et j'ai étudié justement les conflits, surtout internationaux dans mon cas. Mais éventuellement, c'est sûr que j'ai étudié d'autres sujets, mais j'ai étudié des questions comme le désarmement, les questions d'intervention militaire, les questions de mission de paix de l'ONU et autres. Donc, j'ai étudié quand même plusieurs sujets internationaux surtout, et éventuellement, j'ai appris qu'effectivement, un programme de conflit s'ouvrait à l'Université Saint-Paul. Ça fait une vingtaine d'années de ça, et puis j'ai appliqué, puis j'ai eu le poste, et puis on a développé une maîtrise, un baccalauréat, un doctorat. Alors, c'est une école qui offre de l'étude des conflits à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau sous-gradué comme maîtrise, doctorat. Ouais. Donc, vous êtes là depuis le début de la naissance de cette école-là. C'est ça. Ouais. Alors, c'est sûr que depuis 20 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui. Effectivement, c'est sûr qu'à l'époque où on était, il faut dire qu'à cette époque-là, l'Université Saint-Paul n'avait pas encore toutes les compétences et tout le personnel. On a engagé des gens, on a créé... Mais aussi, le monde a changé aussi jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, par exemple, des dernières années, les gens ont passé, par exemple, au point de vue international, à une vision un peu plus pessimiste des relations internationales à cause de certains conflits qui ont eu lieu, certaines tensions. Puis là, on a la guerre en Ukraine et d'autres problèmes. On remarque peut-être une plus grande inquiétude sur les conflits avec les questions même nucléaires qui sont revenues sur la... mais malgré tout, il reste que des fois, c'est une perception. On n'est pas sûr vraiment si on est vraiment sur une route dangereuse qui va toujours être pire dans l'avenir. On ne sait pas. Il y a des moments dans l'histoire où on a des retours en arrière, ça va moins bien, mais ça ne veut pas dire que... parce qu'il y a quand même des régions du monde qui sont quand même assez pacifiées, assez pacifiques, et puis qui autrefois étaient très violentes. On peut parler de l'Amérique du Sud ou de l'Asie de l'Est. Donc les préjugés, ça peut bloquer quand même la résolution de conflits. Bien, c'est ça. Des fois, les gens ont peut-être une attitude un peu pessimiste ou négative. Et puis, nous, on essaye de montrer que le conflit, c'est quelque chose qui est naturel. Les êtres humains ne vont pas jamais vivre dans l'harmonie totale. On a chacun nos intérêts, nos désirs, nos idées. Et c'est normal qu'à un moment donné, il va y avoir il va y avoir des affrontements sur ces choses-là. Ben ouais, c'est ça. Il va y avoir des affrontements, des différends entre les gens. Et
on ne peut pas l'éviter. Alors, ce qu'on veut éviter, c'est que le conflit devienne violent ou traumatisant ou qu'il puisse créer toutes sortes de problèmes économiques ou sociaux. Mais le conflit en soi, c'est pas complètement mauvais, un conflit. Un conflit, par exemple, ça, pas une guerre. Là. Je parle pas des guerres nécessairement, mais un conflit de travail, par exemple. Il va révéler des problèmes dans l'entreprise. Peut-être que la gestion n'est pas bonne. Peut-être qu'il y a une mauvaise organisation du travail. Peut-être qu'il y a des mauvaises conditions qui sont offertes aux employés. Ça révèle des problèmes. Ça révèle des problèmes sous-jacents, les conflits. Puis après ça, on essaye de les résoudre. Alors, parlons de problèmes sous-jacents. Là, j'ai plusieurs questions à vous poser là-dessus, mais je pense qu'on va prendre une pause. Puis moi, je vais inviter les gens qui nous regardent à la maison à rester connectés parce que mes questions vont tourner autour de pourquoi les gens évitent les conflits. Et puis, on va avoir des idées pour nous aider parce que je m'inclus là-dedans. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Dans la prochaine émission, on rencontre Véronique Sylvain, une écrivaine, poète et lauréate de nombreux prix depuis l'arrivée de son premier recueil, Premier quart. Elle nous parlera de bien des choses. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la gestion de conflits qui est un programme, un cours qui est offert à l'Université Saint-Paul et avec moi, Jean-François Rioux qui est professeur agrégé à l'École d'études de conflits. Et ma question avant la pause, c'était celle de savoir comment se mettre... Personne n'aime les conflits. On va commencer par là. On essaie tous d'éviter les conflits, mais comment prévenir un conflit ou bien comment gérer un conflit si éventuellement il arrive? C'est sûr que c'est des questions très difficiles, la prévention des conflits, parce que le conflit, il peut venir de toutes sortes de sources. Hein? Si on parle des conflits dans notre société canadienne, il y en a énormément. Et puis, mais on essaie quand même, des fois, par nos institutions, de prévenir des conflits, avoir des règles, par exemple, pour tous, les règles légales, etc., qui permettent aux gens de fonctionner d'une certaine manière, donc de prévenir toutes sortes de cas qui pourraient se produire. Mais lorsque le conflit se produit, on parle de le résoudre, mais comme vous dites, des fois, on est obligé de gérer les conflits. C'est-à-dire que c'est pas tous les conflits qui peuvent être résolus et c'est pas tous les conflits qui peuvent être résolus rapidement. Des fois, ça prend du temps. Des fois, des conflits, ça peut prendre bien du temps avant de les régler. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On essaye de prendre des mesures pour atténuer ou gérer les conflits de façon à ce qu'au moins on évite les aspects les plus négatifs des conflits. S'il y a un conflit dans un milieu de travail, peut-être qu'on ne le résoudra pas, mais peut-être le patron peut arriver, faire une conférence avec les employés, trouver des moyens de mieux fonctionner ensemble, peut-être isoler certains employés qui auraient de la misère à fonctionner ensemble. Et on fait des moyens comme ça pour atténuer, gérer les conflits. Puis ça, c'est très important dans la société parce que si on se dit on doit absolument les résoudre tout le temps, on va être déçu. On va se casser la tête pour rien. Quand on parle de gérer un conflit, ça va prendre plusieurs étapes parce que ça peut ne pas se régler tout de suite. J'aime bien le fait que vous mentionniez ça. Ça peut être atténué
atténuer et ça, c'est une bonne, une bonne porte de sortie pour pouvoir gérer le conflit. Oui, c'est d'éviter les aspects les plus négatifs du conflit. La violence, le traumatisme, les pertes de possibilités, d'opportunités pour les gens, la baisse de la qualité de la vie. Alors, c'est de faire en sorte que, malgré les conflits, on puisse fonctionner et qu'on puisse aussi, quand même, comme je disais tout à l'heure, bénéficier de certains aspects des conflits qui révèlent des problèmes qu'on peut essayer de résoudre plus tard. C'est ça. Très, très, très d'accord. Là, maintenant, vous avez mentionné que depuis 20 ans, ça c'était dans le le début de notre discussion, le programme, il a beaucoup changé. Oui. Puis là, maintenant, on parle de résolution de conflits informels. Oui. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ce que vous appelez... on fait la distinction souvent entre la résolution formelle et informelle des conflits. Formelle, c'est-à-dire celle qui utilise les institutions que l'on connaît. Les institutions comme les cours de justice, le système légal, le système politique aussi, par le biais des partis, du Parlement, etc. Ça, c'est les moyens comme formel, institutionnel. Mais il y a aussi tout l'aspect informel, quand les gens rentrent en négociation, quand ils engagent un médiateur pour les aider dans un conflit commercial ou je ne sais quoi, ou un arbitre dans certains cas. Alors, les gens aussi utilisent ces moyens informels qui évitent de passer par les institutions où souvent ça prend du temps, ça coûte cher. Par exemple, aller en cours, c'est très long, c'est très dispendieux, c'est aussi traumatisant au point de vue psychologique, alors que la résolution des conflits informelle offre des possibilités de résoudre les conflits un peu plus rapidement, moins cher, avec moins de traumatisme et de tension. Et c'est ce qu'on essaie de développer dans la société. Ça se développe, en fait, énormément. Et ça, c'est une chose aussi qu'on remarque depuis 20 ans, qu'on remarque, c'est la diffusion de cette résolution informelle. Elle est partout maintenant, en milieu de travail, dans le domaine commercial, même les tribunaux, même à Ottawa, par exemple, si vous avez un problème, une petite créance ou quelque chose comme ça, on va vous demander d'aller en médiation. On ne va pas vous amener devant un juge tout de suite, là, absolument pas. Ça, c'est des procédures qui se généralisent en Amérique du Nord, dans beaucoup de villes. Maintenant, et ça permet de passer au tamis, en fait. C'est ça, exactement. C'est ça, parce qu'il y en a qui sont moins graves. Ils peuvent être résolus en médiation. Et d'autres, il y en a des plus complexes, plus graves, que là, peut-être on est mieux d'aller dans les tribunaux. Alors, ça se développe énormément. Il y a eu un conflit dernièrement avec les camionneurs. Je sais que ça a passé plusieurs étapes. Je pense qu'il y avait aussi de la médiation dans ça, mais ça pas... Il y a des gens qui ont essayé de faire des petites médiations avec les... Mais, je veux dire, je ne peux pas discuter de tous les détails, je n'ai pas suivi ça précisément, mais c'est sûr que le gouvernement hésitait à négocier parce qu'il trouvait qu'il n'y avait peut-être pas d'interlocuteur, il ne savait pas avec qui négocier. Puis là, c'est qui est-ce qui négocie? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est l'Ontario? Est-ce que c'est le fédéral? En tout cas, je ne peux pas me prononcer, mais il y a eu effectivement des problèmes à ce niveau dans cette crise et j'imagine que ça serait un sujet. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a une de nos étudiantes qui a décidé de faire sa thèse là-dessus. Alors, quand elle termine, tu vas pouvoir nous donner des réponses. Définitivement. Alors, c'est quoi les qualités d'un bon, je vais dire, de quelqu'un qui gère des conflits? Parce que j'ai failli dire médiateur, mais c'est pas seulement des médiateurs. Non, c'est ça. Il y a plusieurs types d'interventions que les gens peuvent faire. Des fois, c'est juste la conciliation, mettre les gens ensemble puis les laisser parler. Des fois, être médiateur, être un petit peu plus actif, leur proposer des sujets, leur proposer des choses. Et des fois, c'est arbitre, où là, l'arbitre dit, bon, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, puis on va régler ça. Alors, il y a différents modèles, hein. Puis, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est développer beaucoup l'écoute. Hein. C'est sûr que l'écoute, c'est la première qualité dans ce domaine. Il faut écouter les parties, qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi leur demande, mais aussi c'est quoi leurs sentiments et puis de comprendre d'où ils viennent et de comprendre un peu aussi la dynamique qu'il peut avoir entre eux. Et donc, il y a un aspect d'écoute, de compréhension qui est très important. Et
Et il faut... On doit fermer, en fait, son petit hamster qui est dans la tête, parce que souvent, quand on écoute, on a toujours une réponse. Exactement. C'est des genres de techniques comme ça que nous, on a des cours sur ça, plus appliqués, là, où on donne à nos étudiants des exercices d'écoute, des simulations, tout ça, pour qu'ils pratiquent ce genre d'attitude que vous mentionnez très bien. C'est d'écouter. Et ça, c'est la première affaire. Mais après ça, il y a d'autres... être capable de synthétiser, par exemple, de comprendre, bon, c'est quoi les points importants, qu'est-ce qui est moins important, sur quoi les gens peuvent s'entendre, quels sont leurs intérêts communs. Souvent, dans une négociation, les gens ont l'air super opposés, mais si on gratte un peu, ils ont des intérêts communs. Dans un milieu de travail, s'il y a une discussion sur une convention collective, puis les deux se chicanent, mais dans le fond, ils ont intérêt à ce que la compagnie continue puis que la compagnie soit profitable. Alors, il faut aussi regarder c'est quoi les intérêts communs pour que les gens puissent négocier. Est-ce que vous avez plus de femmes ou d'hommes dans votre programme? Parce que les mamans, là, ce sont les meilleures médiatrices. Ça, je ne sais pas la recherche récente là-dessus, mais c'est vrai que les gens, autrefois, disaient, bon, les femmes vont être des meilleures médiatrices. Il y a quelques années, on avait regardé, c'était pas évident, mais peut-être qu'il y a eu, mais au point de vue de nos effectifs, on a beaucoup de femmes, on a beaucoup de gens des communautés culturelles, c'est très, très, très diversifié comme programme, même si on a le caractère traditionnel de l'Université Saint-Paul, la clientèle, elle est super diversifiée. Merci beaucoup, M. Rioux. Écoutez, j'aurais pu parler pendant 1 heure avec vous, là, mais si les gens ont envie d'avoir plus d'informations concernant ce merveilleux programme, ça sera au www.ustpol.ca. Vous allez juste chercher École d'études de conflit et vous allez avoir accès à tous les programmes et tous les certificats. Alors nous, on va prendre une pause et juste après, on va parler du Vendredi fou. Quoi faire ou quoi ne pas faire? Vous regardez Entre nous exclusivement sous les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. TV Rogers, on le sait, c'est le Vendredi fou et on a envie de dépenser, mais Denis Lima, dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? En fait, ce que je veux partager avec vous, c'est la décision bien personnelle, à quoi faire, mais je vais peut-être parler un petit peu d'où vient cette envie-là d'acheter, surtout pour la technologie, parce que tu sais, souvent, justement, c'est le Vendredi fou, on veut acheter des produits à rabais, mais il y a un grand engouement du côté technologique, hein, les télévisions, les téléphones intelligents, les laptops, etc. Donc, il y a une étude qui a été faite par Science Direct auprès de plus de 900 personnes au Canada et aux États-Unis. Et après cette étude-là, qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que potentiellement, le besoin ou cette envie d'acheter des gadgets technologiques, surtout des gadgets technologiques, viendrait de un petit peu se ressourcer au niveau du développement personnel.
Hein, c'est intéressant. C'est quoi le hein? rapport? Moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai fait yes, je vais avoir des bonnes excuses pour ma conjointe pour acheter des produits technologiques sans trop en discuter. Mais en fait, ils ont fait sur l'étude, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux participants de donner leur perception sur différents produits en se basant sur le fait est-ce que ces produits-là sont matérialistes ou non. Donc, il y avait toutes sortes de produits comme des vêtements, de la nourriture pour animaux, des gadgets technologiques, des produits nettoyants pour la maison. Donc, ils ont fait une liste de ces produits-là. Puis là, ils ont dit, OK, ça, c'est très matérialiste, un peu matérialiste, pas matérialiste. Bon, ils ont fait cette liste-là. Et après, quand ils ont fait cette liste-là, ils ont déterminé que ce qui était le plus matérialiste, selon leur perception à eux, ce sont les gadgets technologiques. Donc, c'est très matérialiste, selon leur perception. Et là, là, tu te dis, ouais, mais c'est quoi le rapport avec le développement personnel? C'est ça. Après ça, ils ont posé la question, puis ils leur ont dit, bien, c'est quoi le produit? Quand vous achetez vos produits, parce que comme les produits technologiques sont ressortis beaucoup plus matérialistes, ils ont posé la question, quelle est votre motivation d'acheter des produits technologiques? Et en majorité des cas, la réponse était parce que je veux apprendre, avec le désir d'apprendre, d'apprendre qu'est-ce que ça va faire ce gadget-là, qu'est-ce que ça va m'apporter. Parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau, exactement. Puis moi, personnellement, ça a fait un lien. Je ne sais pas si tu te souviens de l'entrevue qu'on a faite, pas cet été, mais l'été dernier. Tu m'avais demandé d'où ce que ça venait, mon engouement pour la technologie. Puis moi, je t'ai raconté l'histoire où est-ce que quand j'étais petit, mes parents avaient acheté un système de son. Et moi, j'avais lu le guide du participant, pas le guide du participant, le guide d'utilisateur, pardon, au complet, du début à la fin, parce que je voulais apprendre sur ce produit-là. Puis moi, j'ai fait le lien avec ça. Donc, ça vient de là un petit peu, souvent, surtout pour les gadgets technologiques. Donc, ça vient pas juste de la curiosité. C'est ça, c'est le besoin. Et... Exactement. Donc, qu'est-ce que ça fait? Comment je peux l'utiliser? Comment je peux l'utiliser à tous les jours pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? On veut apprendre sur cet appareil-là ou ce gadget-là. Bon. Donc, c'est une excuse pour aller se magasiner un produit technologique. Est-ce que j'ai une bonne excuse après ce que tu as dit pour m'acheter un nouveau téléphone? C'est ça. Donc là, ça, c'est à vous à gérer ça. Je peux pas gérer votre conscience, mais ça viendrait de là, notre engouement pour les produits technologiques. C'est sûr que j'ai rien contre le vendredi fou, mais je me dis, il y a des dépenses qu'on pourrait s'éviter. Maintenant, quand tu viens parler de technologie, ça fait du sens parce qu'on a tous envie de nous faciliter la vie. Avec certains gadgets technologiques, on se facilite vraiment la vie. Tu nous as parlé de Alexa, de plein d'affaires comme ça. Donc, sait-on jamais... ben, faites attention. Faites attention. Bon, on continue de parler technologie et cette fois, tu nous emmènes à la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, FIFA. Pour quelle équipe est-ce que tu prends? Je veux Canada, c'est sûr. Mon pays, il n'est pas dedans, la Côte d'Ivoire. Donc, bon. C'est juste le Canada. Donc, c'est pas grave, on prend pour le Canada. Moi, j'ai plusieurs équipes. Donc, j'ai le Portugal, j'ai le Canada, j'ai le Brésil. Donc, j'ai des backups. Comme ça, après, t'as des backups? J'ai des backups. C'est pour ça que j'aime pas le foot. Donc, s'ils se rendent pas, j'ai un backup. Mais la FIFA, ce qui est intéressant, il y a toujours des avancées technologiques, mais cette année, il y en a quand même quelques-unes qui sont très intéressantes. J'ai aimé qu'est-ce que tu m'envoies comme information. Donc, la première, tous les ballons durant les matchs de la FIFA vont être équipés d'un capteur. Et ils vont être équipés d'une technologie qui s'appelle, il faut que je le lise parce que je m'en souviens plus, le Connected Ball Technology par Adidas. Donc, Adidas a équipé leur ballon de ce capteur-là. Et qu'est-ce que ce capteur-là permet de faire? Il va permettre d'analyser en temps réel les coups de pied, les coups de tête et à quel moment et à quel endroit sur le terrain ces coups-là ont été faits. Et ça va beaucoup aider les arbitres à déterminer surtout les hors-jeux. Parce que souvent, c'est là qu'arrivent les moments clés là, dans les matchs de foot où est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va donner un coup de tête ou un coup de pied au ballon, mais il était trop avancé. Mais est-ce qu'il était vraiment avancé devant le défenseur? Parce que les hors-jeux, la façon dont ça fonctionne, c'est l'arbitre qui décide au visuel, mais c'est ça, il faut qu'il y ait un joueur. Si le joueur est trop avancé par rapport au défenseur, donc c'est difficile des fois à gérer en temps réel. Et puis cette technologie-là va aider justement à réduire Mais ça. je me pose la question de savoir comment ça va fonctionner. Est-ce qu'ils auront un micro, une oreillette qui leur dit... En fait, c'est un petit peu, si je compare un petit peu avec la LNH, là, le hockey, donc il va y avoir les capteurs qui vont prendre l'information. Ça va être envoyé à une espèce de centrale. La centrale va avoir ça sur des ordinateurs et tout ça. Et puis là, ils vont communiquer avec une oreillette, un micro, quelque chose à un des arbitres pour leur dire... ou souvent, c'est l'arbitre qui va demander. Quand l'arbitre n'est pas sûr, c'est limite, il va dire, on va aller revoir la séquence. Est-ce qu'on peut m'envoyer là, ils prennent une pause, font les vérifications, puis après Est-ce que c'est la première fois que ça arrive à la Coupe du Monde?
Cette technologie-là spécifiquement, oui. Il y avait d'autres types de technologies, mais celle-là spécifiquement avec le ballon d'Adidas, c'est nouveau. C'est fou comment la technologie va... Ça va très rapidement. Ça va très rapidement. Alors toi, ton équipe, là, t'as dit quoi? Tu auras le Canada, backup Portugal. En fait, c'est Portugal, Canada, Brésil. Je pense que c'est correct. Portugal, Canada, Brésil. Moi, j'ai foi. Je sais que le match n'a pas été super beau, là, mais on a la foi. Oui, c'est ça. Tu nous emmènes dans les rumeurs avec Apple, toujours. Oui, mais avant, sur la FIFA, encore deux petits points. Au niveau technologique, il y a deux autres avancées aussi qu'ils ont fait. Okay. Il y en a une qui était au niveau des joueurs. Je disais qu'il y avait le ballon, qu'il y avait un capteur, mais il y a des caméras qui sont continuellement sur les joueurs, et ces caméras-là capturent plus de 40 points de data, fait que ça peut être l'épaule, le poignet, le genou et tout ça, et va capter ces informations-là à 50 fois par seconde. Donc, c'est énormément de données rapidement, très pris rapidement. Et encore une fois, ça va déterminer le joueur était où sur le terrain. Est-ce que c'était son épaule qui avait dépassé ou son genou, ainsi de suite. Cette Coupe du Monde, là, ça promet. C'est vraiment très technologique. Et aussi pour les joueurs, il y a une application qui existe, qui est une application qui va leur permettre de voir, tout de suite à la fin du match, ils vont pouvoir voir les données où est-ce qu'ils étaient dans la zone du terrain, lorsqu'ils étaient sur le terrain, où est-ce que le ballon était envoyé, est-ce qu'ils étaient disponibles à recevoir un ballon et qu'ils l'ont pas reçu. Ça peut leur permettre de s'améliorer. Évidemment, c'est disponible seulement pour les joueurs et leur équipe respective. C'est pas tout le monde, monsieur, madame, qui peut avoir accès. Mais eux peuvent prendre ça à la fin du match et puis changer de stratégie. Exactement. J'espère que le Canada est au courant. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre expert techno, Denis Lima, et tu viens nous parler, comme j'ai dit avant la pause, des rumeurs concernant Apple en 2023. Oui, donc on dit mise à jour rumeurs, on devrait dire. Mise à jour rumeurs. Mise à jour rumeurs, parce que bon, il y a des rumeurs qu'il faut qu'ils arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Donc cette année, plusieurs rumeurs qui sont arrivées, qui ont eu lieu, que Apple a déployé. On pense entre autres au iPhone 14 qui est sorti. Ils ont sorti un nouveau Apple TV 4K. Ils ont sorti deux nouveaux iPads, trois nouvelles montres. Ouais. Donc, ils ont sorti beaucoup de nouveaux produits qui étaient prévus, qui avaient eu des rumeurs dessus en 2022. Mais il y a encore des produits qui n'ont pas sorti. Okay. Je ne sais pas si tu te souviens, je ne me souviens pas si c'était au début de cette année ou l'année passée, on avait parlé du casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée de Apple. Je me rappelle d'un casque, c'était blanc. Exactement, c'est ça. Donc, on avait parlé de ça. C'était des rumeurs qui étaient sorties l'année passée ou l'année d'avant. Et puis, le casque, en fait, c'est un casque un petit peu... c'est un casque de réalité virtuelle, mais leur différence, c'est qu'ils font de la réalité augmentée. La réalité augmentée, ce que c'est que je peux mettre mon casque et puis là, je vais regarder ta tasse et il va y avoir une interaction avec la tasse. Donc, je vais pouvoir dessiner
dans le casque, sur la tasse ou quelque chose comme ça. Okay. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un produit qui est visé principalement pour les jeux, le média, puis aussi la communication. C'est dispendieux. On parle d'à peu près 3 000 $. Là. Le casque? Le casque. OK. Donc, c'est pas encore sorti. Donc, les rumeurs diraient que, parce que c'est encore là, Apple en parle souvent dans leur rapport financier, il y a des brevets qui ont été mis sur place, donc ça veut dire que ça se peut que ça arrive. Mais on croit que si ça arrive, ça va arriver seulement à partir de printemps, peut-être mars 2023. Okay. Donc, on va attendre en 2023 pour le casque. Je ne sais pas si je vais l'acheter à 3 000 $, mais je serais curieux de voir c'est quoi les avancées technologiques. Peut-être qu'on ferait des tests dans les différents coins Apple. Peut-être qu'il y aura des tests. Peut-être. Donc, on va s'entendre, on va voir si la rumeur va devenir vraie. Bon, OK. Ensuite de ça, je pense que j'ai cru voir une voiture Apple. Voiture Apple. Donc, il y a des rumeurs encore depuis plusieurs années qui parlaient de voiture Apple. Depuis plusieurs années, voiture. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas clair. Est-ce que ça va être une voiture électrique? Est-ce que ça va être de la technologie qu'on va pouvoir intégrer dans une voiture? Ouais, ça plutôt... Ou est-ce que c'est un véhicule autonome, un véhicule qui se conduit tout seul? Donc, on le sait pas. Sincèrement, Denis, s'ils font ça, là, j'ai comme un chapeau bas. Une voiture, mais peut-être, moi, je pense plutôt à quelque chose qu'on pourrait utiliser dans la voiture. Ça pourrait être ça, mais il y a beaucoup de technologies qui sont en train d'être développées pour exemple, le transport en commun. Parce qu'il va y avoir des véhicules autonomes, donc comme un espèce d'autobus, mais pas de chauffeur, des trucs comme ça. Donc, on ne le sait pas encore. Ça, je te dirais, c'est la rumeur où est-ce qu'on a plus de difficultés à savoir qu'est-ce qui s'en vient et quand. Donc, il joue au mystère. On n'a pas d'idée là-dessus, mais c'est toujours sur la table, par exemple, en tant que rumeur. Là, OK. Est-ce qu'il y a quelque chose des rumeurs concernant des ordis, des tablettes? Donc, à ce côté-là, c'est au niveau logiciel. Donc, ce qu'on appelle les logiciels que les ordinateurs utilisent. Donc, comme un PC va utiliser Windows. Mais pour les ordinateurs Mac, présentement, ils utilisent Mac OS. C'est le logiciel qu'ils vont utiliser, qui est dans l'arrière-plan, qui va rouler toutes les applications sur l'ordinateur. Fait intéressant, la rumeur dit que sur les iPads, on devrait être éventuellement un modèle d'iPad va avoir le même logiciel ou le même logiciel d'exploitation de macOS sur le iPad. Puis d'ailleurs, il y a déjà des petits croisés, il y a des applications, des logiciels d'iPad qui sont disponibles sur des MacBooks, ce qui voudra dire potentiellement qu'éventuellement on pourrait avoir un iPad qui ferait pratiquement toutes les fonctions. Les deux fonctions. Exactement. Est-ce qu'on sait? Non. Donc ça, on s'attend encore une fois l'année prochaine, probablement à l'automne, celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est la question qu'on se pose, est-ce que je peux tout faire avec mon iPad si j'achète un iPad? La réponse aujourd'hui, c'est tu peux faire beaucoup, mais il y a certaines petites choses encore qu'on n'est pas capable de faire avec un iPad, alors qu'avec ce logiciel-là, nos iPads seraient virtuellement des laptops. Donc ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Puis il y a une nouvelle que tu m'as appris, là, qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui vendent des faux iPhones. Oui. Donc, ce qui arrive avec les faux iPhones, donc c'est passé récemment dans l'actualité, c'est des faux iPhones, oui, mais c'est des téléphones qui sont achetés, souvent ça vient de la Chine. C'est des téléphones Android qui sont faits pour ressembler au iPhone. Donc, ils sont identiques. La boîte, l'emballage, quand tu ouvres l'appareil, ça ressemble goutte sur goutte pareil à un iPhone. Par contre, ils sont beaucoup moins chers. On peut les acheter pour moins de 100 $. Tu en achètes en plusieurs quantités, ça va te coûter encore moins cher, là. Et là, ce que les fraudeurs font, c'est qu'ils achètent ces téléphones-là en grosse quantité. Ça leur coûte, je vais dire un chiffre, là, 50 $, disons. Puis eux, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre ça et ils vont revendre ça beaucoup sur Marketplace ou sur les sites de revente. Et ils vont vendre ça comme un appareil neuf, mais vraiment en dessous du coût, là, comme à 300 ou 400 $, alors qu'un iPhone, c'est 1000 et plus souvent. Sûr. Donc, ça intéresse beaucoup les acheteurs, voit ça. Puis là, quand on pose des questions, c'est un téléphone que j'ai reçu en cadeau, j'en avais pas de besoin, j'en ai déjà un autre. Donc, c'est les excuses qu'ils donnent pour le vendre comme ça. Et le problème avec ça, c'est que quand on voit ça, on devient tout excité. C'est iPhone. C'est iPhone, on achète, on reçoit l'appareil. Même si on voit la boîte, elle est scellée, elle est neuve. Et même quand on ouvre la boîte, on dit... C'est un iPhone. La seule façon vraiment de le savoir, c'est d'ouvrir l'iPhone et d'aller jouer un petit peu dans les applications, dans les paramètres, dans le magasin d'applications, le App Store, parce qu'il n'y a pas de App Store sur Android, c'est le Android, Google Store, Play, Google Play exactement. Donc,
il va falloir l'ouvrir, puis il va falloir aller jouer dedans. Donc, si c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est probablement pas vrai. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait peut-être à l'émission. Quand en Afrique, en tout cas dans ma communauté, on est comme dépassé par les événements, on se met la main sur la tête, comme c'est incroyable. Est-ce que tu penses que iPhone pourrait poursuivre? Il pourrait, ça serait, écoute, je suis pas juriste. Oui, je crois sais, pas, juste comme ça, personnellement, je pense pas parce que les fabricants qui font ces appareils-là, ils font pas de la publicité comme quoi que c'est un iPhone. Oui, c'est vrai ils aussi. le vendent pas sur des marchés publics. C'est vraiment de la petite production, c'est des producteurs, c'est acheté direct de l'acheteur à l'autre. Donc, ça se pourrait, mais ça m'étonnerait que ça arrive parce que c'est comme les faux vêtements Louis Vuitton ou un faux vêtement Gucci, ça existe partout, mais il faut connaître la différence. Il faut aller s'acheter ses téléphones directement au Apple Store. Je pense que c'est préférable. Exactement. OK, bon, c'est trop d'informations que tu viens de me donner. Là, c'est le vendredi fou, on te garde longtemps avec nous. On va prendre une pause et on revient parce que tu as envie de nous parler de ton ami Elon Musk. Oui. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit, c'est le vendredi fou, donc on garde notre expert techno Denis Lima plus longtemps avec nous. Depuis que M. Elon Musk a acheté Twitter, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de quelque chose de spécifique. Oui, donc Elon Musk a amené beaucoup de changements à Twitter. Certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Je ne suis pas ici pour faire le débat ni le procès de Elon Musk, mais c'est sûr que ça a amené des changements. Puis on a vu beaucoup sur les réseaux, dans l'actualité, certaines personnalités disant « Bon, ben moi, si c'est comme ça, je quitte Twitter, je m'en vais de Twitter. » Ce qui m'a amené à regarder et faire une petite recherche. Je me disais, ben si le monde quitte Twitter, où est-ce qu'ils s'en vont? Bon, il reste les plateformes traditionnelles, Facebook, Instagram, tout ça, mais qui ressemble à Twitter, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qui faudrait qu'il ressemble vraiment à Twitter. Exactement, il n'y a rien qui représente ça. Donc, il y a trois nouvelles applications émergentes qui viennent tout juste de sortir récemment, qui sont là, qui ont peut-être décidé de répondre peut-être un peu aux besoins des personnes qui voulaient changer. C'est un gros jeu, hein? C'est un gros jeu, exactement. Donc, je vais te parler de trois. La première, elle s'appelle Mastodon. Mastodon, elle ressemble beaucoup à l'application Twitter, donc le fil d'informations, aller commenter sur des publications, tout ça, ça ressemble beaucoup à Twitter, mais ce qui est intéressant, évidemment, ça va dépendre du type d'utilisateur qui peut-être trouvera ça bien ou non, c'est que c'est pas géré de façon centralisée, donc c'est pas une entité qui gère la plateforme. Okay. C'est ce qu'on appelle une plateforme en anglais on dit open source ou source ouverte. Donc, c'est une plateforme qui est gérée à différents endroits par différents groupes. Donc, il y a différents serveurs dans différentes localités qui vont héberger les utilisateurs, les abonnés. Et puis, ce qui est intéressant ici, parce que la grosse polémique qu'il y a avec Twitter, c'est comment est-ce qu'on va gérer les politiques, comment est-ce qu'on va faire la gestion des
quels mots qu'on laisse passer, quel discours qu'on laisse passer ou non. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que chaque serveur, eux, vont déterminer eux-mêmes c'est quoi leur politique. Qu'est-ce qu'on permet de publier? Qu'est-ce qu'on permet dépendamment de la localité aussi. Exactement, dépendamment de la qualité. Donc, c'est quand même intéressant comme concept. Ça peut des fois être un petit peu mélangeant pour les utilisateurs. Je suis sur quel serveur? Comment ça se fait que moi, je peux dire ça, puis lui ne peut pas dire ça? Mais c'est nouveau. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et quand même... j'ai pas les chiffres sur celui-là, mais on voit une certaine migration qui s'en va sur cette plateforme-là pour l'instant. Puis éventuellement, s'il y a des influenceurs qui commencent à adhérer à ce nouveau mode de fonctionnement avec ces nouvelles plateformes-là, ça risque de faire une belle concurrence. Bien, c'est ça. Bien, c'est ce qu'on regarde aussi, c'est que c'est des nouvelles plateformes, il n'y a pas beaucoup de gens dessus. Pour qu'il y ait une espèce de grosse migration qui se fasse, il faut qu'il y ait des influenceurs, des grosses personnalités qui est là-dessus. Parce que moi, personnellement, j'utilise beaucoup Twitter pour me garder à jour sur la technologie, l'actualité, les nouvelles. Mais si je vais sur ces plateformes-là, est-ce que ces informations vont être là aussi? Probablement pas encore. Donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va voir une mouvance qui se fait vers ces applications. C'est pas parce que mon artiste préféré parle à Mastodon que je dois aller. Exactement. Alors, le deuxième, c'est Hive Social. Hive Social, donc tu parlais d'artistes. Ouais. Celle-là, je la trouve intéressante parce que Hive Social, c'est vraiment une application qui est un côté un petit peu plus amusant, un côté plus artistique, culturel. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que sur ton profil à toi, tu peux mettre de la musique, tu peux mettre des images, des photos, des sondages, si les personnes veulent répondre à des sondages. Donc, tu peux personnaliser ton profil. Puis c'est vraiment le côté plus, je dirais, ludique, artistique qui peut être intéressant de celle-là. Okay. Puis ce qui a fait ressortir celle-là un petit peu du lot, c'est la vitesse à laquelle le monde s'abonne. Donc, en 2 jours, il y a eu plus de 200 abonnés qui se sont inscrits. Et si on regarde la plateforme à partir du 22 novembre, il y avait déjà 800 000 abonnés. Bon, c'est une goutte d'eau comparée à Twitter, mais on voit qu'il y a un petit mouvement. Est-ce que ça va grossir? On ne le sait pas encore. Il va falloir qu'on regarde les tendances, qu'est-ce qui se passe, là, mais c'est pas encore là. Pour les gens qui font la conception de ce genre de plateforme-là, je trouve que ça doit être stressant, hein, parce que tu sais pas à quel moment ça peut grandir. Tu es juste là, t'attends. Exactement. Puis le meilleur exemple, c'est une application qui est sortie il y a quelques années qui s'appelait Vero. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Vero. C'était une application qui disait qu'elle allait être payante, mais au départ, pour les premiers 6 mois, quelque chose comme ça, ils disaient « Abonnez-vous, parce que dans 6 mois, on va être payant, on va être le nouveau Facebook, mais avec des améliorations ici et ça. » Puis finalement, il y a plein de monde qui se sont abonnés, mais ça n'a jamais levé. Là. Donc, ça existe encore, mais il n'y a personne qui publie, il n'y a personne... Encore une fois, les gros noms, les informations principales qu'on veut avoir ne sont pas là-dessus. Donc, c'est ça que ça prend pour qu'une application... En tout cas, la troisième que tu aimerais nous suggérer, c'est PostNews. Oui, PostNews. Donc, ça, c'est vraiment celle qui est plutôt le côté... Tu sais, tu as le côté Twitter qui est très actualité, où est-ce qu'on va aller lire un article, une nouvelle, puis souvent... peut-être à tort et à travers, il va y avoir des débats qui vont se faire, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc, celle-là, c'est vraiment une application centrée sur l'actualité et où est-ce que les personnes vont pouvoir débattre, commenter sur l'application, c'est ce qui est le côté intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le président-directeur de cette entreprise-là a dit, je ne sais pas comment il va faire ça, mais il dit, on ne veut pas devenir le nouveau Twitter pour les débats, où est-ce que ça va dégénérer, donc ils ne veulent pas faire ça. Mais pour l'instant, c'est ce que notre plateforme fait. Par contre, pour s'inscrire à notre plateforme, il y a une liste d'attente. Donc, il faut quand tu t'inscris... Exactement. Donc, il y a 125 présentement personnes en liste d'attente pour s'abonner à cette application-là, si ça t'intéresse. Bon. Merci beaucoup, Denis. Je te souhaite un bon vendredi fou. Et puis, on se revoit peut-être en décembre ou... Je crois pas. On se revoit en janvier. On se revoit en janvier. Je te souhaite de très bonnes fêtes. Pareillement. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, on vous a donné toutes les informations dont vous aviez besoin pour passer de manière joyeuse votre vendredi fou. Faites attention à votre porte-monnaie. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre chroniqueuse culturelle, Mardoché Théramène. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers.
il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers avec ma chroniqueuse Mardoché Théramène. Aujourd'hui, on va vous parler de l'importance de la course à pied. Aujourd'hui, elle ne porte pas le chapeau de la chroniqueuse culturelle, mais plutôt le chapeau de la chroniqueuse art de vivre. Et aujourd'hui, pourquoi tu as voulu nous parler de la course? Il fait frais en plus. Donc, c'est parce que je fais du jogging depuis que j'ai 16 ans. Wow, okay. Et je trouve que c'est une activité qui aide à se remettre en forme, être en santé, pouvoir se développer mieux et pouvoir avoir une journée remplie. Alors, tu fais ça tous les jours ou bien tu as des jours spécifiques dans la journée que tu fais ton jogging? Donc, généralement, je vais courir 5 fois par semaine. 5 fois par semaine? Oui, le matin. OK, donne-moi ton secret. Donc, je vais me lever autour de 5 heures du matin et par la suite, à 5h15, je suis déjà sortie de chez moi et je commence à faire mon jogging et j'utilise des applications qui sont pratiques pour pouvoir me permettre de courir et marcher, donc d'avoir un bon rythme de course. Et généralement, je vais prendre un smoothie pour accompagner mon jogging aussi pour être en santé. Alors, donc, tu n'es pas dans la performance, comme on le dit. Tu fais juste ça pour te sentir bien. Oui, parce qu'il y en a qui courent pour la performance. Et même quand il fait frais, tu prends ton manteau, tu pars dehors pour faire ton jogging. Oui. Okay. Donc, j'essaye le plus possible. Je l'ai fait l'an dernier. J'ai pas fait tout l'hiver au complet, mais j'ai fait le début de l'hiver. Et j'avais mon manteau. J'ai des manteaux spéciaux qui vendent pour des températures, 40 degrés. Il faut des bottes, des crampons. Il faut des mitaines, un bon chapeau aussi pour bien t'isoler du froid. C'est quoi la texture du manteau que tu utilises pour vraiment te protéger quand il fait des moins 40? Je serais pas certaine. Je pourrais te revenir avec ça. Parfait. Alors, tu viens de donner des informations sur le pourquoi. Pourquoi tu as courir? Commencé un peu, oui. Oui, donc on a lentement pensé que courir pouvait endommager les genoux. Donc, ça pourrait être exigeant pour le corps. Donc, c'est des fausses croyances. Donc, pour les gens qui s'inquiètent un peu quand ils veulent se remettre au sport, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter au niveau de leurs genoux. Donc, il y a des études scientifiques qui démontrent que courir a des bienfaits extraordinaires et diminue vos risques de développer toutes sortes de maladies telles que l'ostéoporose et voire le cancer. Les dernières recherches sont assez claires à ce sujet. La course n'est pas dommageable pour le squelette. Au contraire, elle est bénéfique pour le corps qui a besoin de stress mécanique répété pour se solidifier. L'impact au sol répété va non seulement prévenir l'apparition d'ostéoporose, mais elle va aussi renforcer vos cartilages et même prévenir l'arthrose, ce qui veut dire que la course, c'est bon pour vos genoux. La course est bon pour le genou. Je veux juste revenir un tout petit peu sur ton expérience personnelle avec la course. Comment tu as réussi à toujours garder le cap? Parce que, je vais pas mentir, j'ai commencé à un certain moment, comme durant l'été, là, j'étais vraiment tout le temps à la salle de gym. Mais après ça, quand le froid a commencé, le travail, j'ai comme décroché. Donc, je sais pas comment toi, tu arrives à garder le cap. Donc, des fois, j'ai pas envie de courir. Donc, j'essaie d'au moins faire un 15 minutes. Juste un 15 minutes? Oui, juste un 15 minutes. Donc, courir, marche. Donc, ça part ma journée et ça me met dans un bon mood pour avoir une bonne routine. OK. Mais là, tu pars à l'extérieur, tu vas pas en salle de gym? Non, c'est ça, je vais à l'extérieur. Donc, c'est comme faire une marche au lieu de courir. Si les gens sont pas encore confortables à courir ou ils ont des problèmes de santé, c'est mieux de prendre une marche de 15 minutes plutôt que rester assis sur le divan toute la journée. D'accord, c'est bon. Donc, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort, OK, c'est bon. Et il y a plusieurs bénéfices aussi.
Donc, ça renforce vos articulations et vos muscles, oui, vos os. Ça prévient l'ostéoporose, ça stimule votre circulation sanguine. Ça contrôle et prévient certaines maladies, donc les maladies cardiovasculaires. OK. Ça améliore votre santé et forme physique qui comprend la perte de poids. Moi, j'ai perdu près de 100 livres juste en faisant du jogging. En combien de mois? Peut-être en 6. En 6 mois. Mais c'est vrai que les petits... C'est ça que quelqu'un qui disait, là, il ne faut pas être dans la performance, mais plutôt dans la constance. Oui. Parce que tu me parles de 15 minutes. 15 minutes, ça passe vite. Là, on regarde une série assis sur notre divan pendant quoi? 45 minutes un épisode. Donc, c'est faisable de marcher juste 15 minutes. C'est juste pour dire que tu l'as fait. C'est juste pour dire. OK. Est-ce qu'on peut se donner un défi? Tu pourrais nous donner un défi, peut-être? Ben oui, oui, tout à à fait. nous, pas, mais pas long, là. Peut-être pas un 10 jours, je sais pas. Non, peut-être... pourquoi pas un 15 jours? Un 15 jours? Dans 2 semaines, on en reparlera. On en reparlera. OK, moi, je vais noter ça. Là, je commence mon défi. 15 minutes par jour. 15 minutes. 15 minutes par jour. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. OK, oui. C'est bon. Donc, vendu. Si vous n'êtes pas obligé de courir, mais au moins faire une petite marche. OK. Au moins faire une petite marche. Ça, je peux le faire. Je peux le faire pour toi. Et donc, justement, ça aide à perdre de poids. Donc, moi, j'ai perdu mon poids quand même sur une base de 6 mois. OK. Je suis très contente de moi. J'ai repris un peu de poids aussi, malheureusement, parce que il y avait Thanksgiving, on te comprend. Exact. J'ai ralenti sur mon jogging aussi, mais ça me permet de voir qu'est-ce que je dois faire mieux pour la prochaine fois aussi. C'est ça. Et tu te mets un chrono ou... Oui, donc en fait, j'ai une application qui s'appelle C25K. C25K, OK. Oui, et en fait, ça fait... Je peux mettre de la musique par-dessus, mais ça me dit quand courir et quand marcher ou quand prendre mes repos. C25K, OK. Oui, donc ils peuvent le trouver sur Apple Store ou Google Play. Oui, exactement. OK, parfait. Et il y a d'autres applications aussi qui sont des 5K, 10K, 15K, donc pour les kilomètres. OK. Puis, mais quand tu parles, je sais que tu as des informations à partager avec nous, mais juste, vu que tu le vis continuellement, je veux juste savoir, ton alimentation aussi doit jouer pour beaucoup, parce que tu as parlé de ta perte de poids. Il ne faudrait pas marcher 115 minutes et puis aller manger un gros burger, tu sais, avec des frites, des bonnes frites de patates douces. Mais généralement, je me permets une journée de cheat day par semaine. OK. Où que je peux manger ce que je veux. C'est quand, vendredi? Le jeudi. Pourquoi jeudi? Parce que comme ça, le samedi, je peux repartir faire mon gros jogging de 10 km durant ces moments-là. Bon. Et généralement, je vais boire des smoothies. Pas durant mes cheat days, mais quand je mange bien. OK. À tous les jours, je prends un smoothie. Jus d'orange, gingembre, bleuet, framboise, fraise. Tout ça? Des fois mangue, oui. Tout ça dans le même smoothie? Oui, je mets du gingembre parce que ça aide avec les inflammations. Et la digestion aussi, non? Sûrement, mais je ne suis pas certaine. OK. Mais je sais que ça aide vraiment au niveau de l'inflammation. Donc, si vous avez des enflures ou des douleurs, ça aide à relaxer le corps. C'est un peu comme prendre du magnésium en vitamines. OK, ben je suis peut-être ouverte, mais parce qu'habituellement, moi, quand je fais mes smoothies, c'est vraiment avec, tu sais, il y a des fruits, là, des fruits cocktails que je vais utiliser. Oui. Il y a quoi dedans? Je sais même plus qu'est-ce que c'est. Là, j'ai acheté dans une place. C'est ça, déjà fait. Non, ils sont pas déjà faits, ils sont dans des petits pots qui sont déjà découpés, les fruits. J'oublie toute la liste des fruits. Je sais qu'il y a du passion dedans, je sais qu'il y a la banane, je sais qu'il y a un peu de mangue et tout ça. Mais habituellement, c'est ça ou fraise, banane que j'aime beaucoup. J'ai jamais été si ouverte à ajouter comme du gingembre. Oui, j'aime le gingembre. Ça donne un petit arrière-goût piquant dans la gorge. Bon, OK, on devrait essayer. Oui. Le smoothie pour pouvoir manger correctement. Oui. Et puis, on s'autorise une journée que tu appelles le chill day. Exact. Donc, généralement, c'est une journée de relaxation que je ne fais pas de jogging non plus. Ah, OK. Mais je peux manger des repas comme c'est pas la meilleure chose, mais je peux manger des poutines ou des hamburgers, comme tu disais, durant cette journée-là. Donc, je me permets du chocolat ou des tartes aux pommes. Mais sinon, pour le reste de la journée, tu manges juste sain. Quand tu parles de sain, c'est des légumes, des fruits? Oui, des salades avec la sauce César. Il y a aussi des piments verts, des poivrons. Il va y avoir du saumon que j'accompagne mes repas. Avec du riz, le saumon? Oui, du riz ou des pâtes aussi, des féculents, un peu de glucides, pour avoir un repas complet. C'est ça, exactement. OK. Bon, il va nous rester 2 minutes. Est-ce que tu as d'autres informations à partager avec nous sur tes documents? Oui, donc pour les gens qui courent généralement durant l'hiver, je peux mettre des petits points rapidement. Parfait. Donc, c'est bien de s'habiller légèrement. Donc, généralement, pour éviter d'avoir des tremblotes, il faut avoir un vêtement qui respire. Donc, on peut éviter... Les meilleures choses à faire, c'est éviter le duvet, éviter le coton et mettre une multicouche. OK. Donc, la multicouche peut être
comme les vêtements qui isolent du froid. Donc, généralement, ça se trouve comme dans des décathlons, dans les vêtements de sport ou sport expert, par exemple. C'est sûr que c'est pas lourd. C'est vraiment, mais c'est chaud, oui, je vois de quoi tu parles. Okay. Donc, des fois, au début, quand on court, ça va être un peu froid, mais il ne faut pas trop s'habiller trop chaudement au début de notre course, parce qu'après ça va faire des sueurs froides. Des sueurs froides, OK. Exact. C'est bon. Et aussi, il faut garder nos extrémités au chaud, donc avoir des bonnes chaussures, des bons bas. Donc, c'est mieux d'avoir des bas qui sont plus longs que plus épais pour couvrir les mollets. Ah, OK. Et la cheville. Il faut aussi avoir un bon chapeau pour pouvoir couvrir les oreilles, pour éviter les maux de tête. Moi, ça m'est arrivé que j'ai couru sans chapeau parce que j'avais donné mon chapeau à une personne sans-abri qui était sur mon chemin. Et je suis revenue et après ça, j'ai eu un mot de tête. Donc, le chapeau, c'est très important. Il faut aussi, le truc durant l'hiver, parce qu'il y a du vent, c'est de courir en boucle. Donc, au lieu de faire des longues distances plus loin de chez soi, c'est mieux de rester dans le carré de Exact, pour éviter d'avoir trop de vent quand on retourne. OK. Là, il va nous rester juste 15 secondes. Je te dis aujourd'hui, là, merci beaucoup. Et puis, tu tombes à pic parce que ce week-end, là, il va faire beau. Donc, on peut se permettre d'aller commencer notre marche. Moi, je vais le faire, là. Je vais le mettre sur mes médias sociaux. Oui, promis. 15 minutes par jour. 15 minutes par jour. Je vais essayer. Écoutez, je vous garde avec moi. On revient juste après la pause. J'ai quelques informations à partager avec vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Yes! Merci! Ça, c'est bien fait aujourd'hui. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder l'émission Yoga du Rire où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où nous allons relaxer après avoir ri. Yoga du Rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est officiellement jour J-7. Le vendredi 2 décembre prochain, on sera en direct du Centre Pauline Charon pour la 17e édition du déjeuner des flocons de neige. Et nous serons en direct, comme je l'ai dit, du Centre Pauline Charon à partir de 8h. Mais si vous avez envie de vous joindre à nous, parce que toute la communauté francophone sera réunie, vous êtes invités à venir au Centre Pauline Charon à partir de 7h parce que les portes vont ouvrir à 7h pour pouvoir partager un bon petit déjeuner dans une bonne atmosphère familiale comme la francophonie sait bien le faire. Et nous, on sera en direct en partenariat avec Unique FM de 8h à 9h. Je serai accompagnée par notre cher Jean-Paul Moreau et Sylvain Caron. Alors, vous avez plusieurs choses à faire si vous voulez participer et aider le Centre Pauline Charon. Première des choses, comme je l'ai dit, c'est venir nous retrouver au Centre Pauline Charon à partir de 7h du matin. Ça sera de 7h à 10h. Deuxième option, c'est de vous acheter à vous, à votre famille, à votre entreprise, une boîte déjeuner et puis le Centre Pauline Charon pourra venir vous le porter. Troisième affaire, c'est vraiment de faire un don. Vous allez sur le site web et puis c'est déjeunerdesflocons.com. Vous pouvez faire un don. Donc, c'est la grosse information que je vais partager avec vous. Vendredi 2 décembre, il n'y aura pas émission à 11h, mais plutôt à 8h exceptionnellement. Je vous souhaite un bon week-end. On se voit lundi à 11h. Bye bye!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca.